RCF. C'est le quatrième débat, pas le quatrième vraiment, mais dans l'ordre de mon agenda, le quatrième débat de là-haut sur la colline. Alors, son actualité, elle n'est plus à démontrer, je ne vais pas dresser le tableau, mais le thème est quels apprentissages devons-nous promouvoir pour relever le défi écologique. Alors l'urgence, je viens de la souligner. Et c'est un certain nombre de conséquences, y compris dans le fonctionnement démocratique, l'attention portée à certaines détresses, etc. Donc, je pense que le débat va être riche et nourri à travers l'expertise des différents intervenants. Dans l'ordre, Dorothée Brevès, journaliste et dirigeante de Tech for Life. Alors, qu'est-ce que ça fait, Tech for Life ? Ça propose de faire de la comptabilité écologique. Parce qu'on va devoir mesurer nos impacts dans le monde de l'écologie. Mesurer l'étendue des dégâts, c'est ça ? Sortir tout ce qu'on a mis sous le tapis. D'accord. Paul Picaretta, à ma droite, à mon extrême droite, sur le plateau, fondateur et directeur de Limite et des Décisions de l'Escargot, dont je voudrais signaler qu'un ouvrage vient de remporter le prix de l'Académie française. Un des prix de l'Académie. Oui, mais un prix de l'Académie française. Un des prix de l'Académie française. Paul Picaretta est journaliste et essayiste, mais surtout, il a été le fondateur d'une revue qui a marqué la vie intellectuelle ces dernières années, depuis 2015, Limite, qui, hélas, pour des raisons diverses, a dû s'arrêter. Mais elle manque dans le paysage médiatique, Limite. Guylain Mauviel, vice-président de l'Université de Lorraine, en charge de la transition écologique. Dominique Andrès, adjoint au maire d'Épinal, en charge de la transition écologique à Épinal et du développement durable aussi pour la ville. Et les enjeux urbains sont assez importants et son témoignage me semble assez central. Et vous avez, c'est dit pour rire comme ça, mais des rescapés du débat d'hier soir. Isabelle Lemouillour qui dirige avec d'autres l'Institut de la formation professionnelle en Allemagne et qui a une expertise et qui pourra témoigner aussi dans les projets de formation professionnelle de la place laissée aux défis écologiques. Et enfin, Franck Escoubès, fondateur et directeur de Bluenove, une société qui a développé une expertise formidable en intelligence collective. Il a notamment décrypté le grand débat national, ce qui s'est dit pendant ces séances à travers toute la France et dont on attend encore la publication des résultats, non pas... Oui, non, mais ce Bluenove, oui, mais les conclusions tirées par le gouvernement de ce grand débat national, conclusions qui avaient été promises, mais jamais affichées, voilà. Mais revenons à notre sujet, alors... Quels apprentissages devons-nous promouvoir pour relever le défi écologique ? On va peut-être commencer par Dorothée. Donc, la règle du jeu, c'est une petite entrée en mise en bouche courte, pas une heure. qu'on va essayer de... Alors, bonsoir d'abord, parce que je ne vous ai pas salué et merci de votre présence dans cette journée bien chaude qui nous prépare à El Niño. Vous savez, hein, on va avoir très très chaud cet été. Alors, c'est vrai que dans la thématique de cette table ronde, tous les mots pourraient être pris, être un peu explicités, parce que défi écologique, c'est quoi ?
Et peut-être qu'il faut commencer... Alors, je rappelle juste peut-être aussi ce que je fais. Bon, j'ai été journaliste 30 ans, je suis biologiste de formation, et j'ai publié ce livre-là, L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, et puis d'autres livres qui ont essayé d'éclairer la trajectoire technique et comment est-ce que la société commence à réagir par rapport à cette automatisation du mouvement technique et à essayer d'exprimer un désir et une vision du progrès qui n'est pas celle du début du XXe siècle. Vous savez, 1933, l'homme invente, l'industrie met en œuvre, développe l'invention et la société progresse. Donc c'est plus tout à fait ce qu'on voit, puisqu'il y a ces externalités, là, tout ce qui est sous le tapis dont on va parler. Au-delà de mon rôle de journaliste, j'ai organisé beaucoup de débats publics avec Vive Agora dans les années 2003-2013, puis ensuite avec Tech for Life, j'ai essayé de traiter de la question des arbitrages sur comment est-ce qu'on va passer dans une économie avec le vivant, un vivant qui est certes renouvelable, mais qui n'est pas illimité. Fiction totale de la modernité. Alors, le moment que nous vivons, c'est un moment où, depuis 50 ans, nous avons des alertes. Je ne vais pas revenir, même avant les années 70, mais on a eu Printemps silencieux 62, Rachel Carlson, on a eu des tas d'alertes avec 72, les limites de la croissance, vous vous souvenez, le Club de Rome. Et donc, on a depuis 50 ans de plus en plus de matière pour nous dire que ça ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme nous avons prévu notre développement. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas eu de rétroviseur. C'est-à-dire que la destruction des écosystèmes, la destruction même des liens sociaux, on peut le mettre dans le même paquet, ne sont pas visibles par l'organisation économique. Je dirais très succinctement que la comptabilité telle qu'elle est organisée ne voit que le financier, que les flux financiers. Donc il ne faut pas s'étonner que la destruction soit aussi dramatique et impossible à arrêter tant qu'on n'agira pas à cet endroit-là. Alors, notre sujet n'est pas de traiter du sujet du problème de cet anthropocène, de ce moment que nous vivons, où l'humain est devenu une force géologique à tel point qu'il modifie l'ambiance, le climat dans lequel nous sommes. Il modifie la petite couche superficielle à la surface de la Terre, qui est l'endroit de notre habitat, le seul qu'on connaisse dans l'univers pour nous, puisque nous avons émergé au bout de 3,8 milliards d'années d'évolution du vivant. Nous avons émergé dans cette histoire-là, et parce que le vivant, de proche en proche, a permis de modifier l'atmosphère, de produire de l'oxygène et donc de permettre cet humain que nous sommes avec ce qu'il est, qui respire et qui a besoin de cet oxygène. Donc il y a une sorte de cohérence du vivant qui s'est construite sur une histoire tellement longue que notre petite modernité qui date, si vous prenez la comparaison sur une année, l'histoire de la Terre, une année, nous sommes apparus, nous les humains, à Noël, et la destruction, elle est juste il y a une demi-heure, si vous voyez les échelles de temps. Et donc, vous vous rendez compte que cette zone critique dans laquelle nous sommes, c'est l'expression de Bruno Latour, elle est notre lieu d'habitat, et cette habitabilité de la Terre est menacée. Ce n'est pas le vivant qui est menacé, c'est juste les humains qui ne vont pas survivre s'ils continuent le petit jeu qu'ils jouent aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un jeu très étrange d'autodestruction, avec donc maintenant la conscience
que nous sommes dans ce moment de nouveau régime climatique, avec la 6e extinction, celle du vivant. Et donc, le point qui nous occupe, c'est comment est-ce que nous pouvons revoir nos manières de comprendre notre histoire humaine, je dirais notre environnement. Le mot environnement est d'ailleurs problématique puisque nous sommes dedans. Nous sommes plutôt, on pourrait prendre plutôt l'idée du milieu, de comprendre nos milieux sans lesquels nous n'existons pas. Donc, premier point qui est très biophysique. Deuxième point, ça va être la question de quelles limites. C'est nouveau, jamais on parlait de limites au début du XXe siècle. Les limites planétaires qui ont été documentées, l'Institut Rockström a les 9 limites planétaires, sur ces 9, 6 déjà dépassées, comprendre la systémique, vous voyez, c'est des défis, c'est nouveau. Et la systémique, elle est apparue après-guerre, avec l'école de Palo Alto, et puis elle a travaillé avec la cybernétique. Bon. Et puis, 4e point, le rapport au vivant, complètement différent. On est en train de se rendre compte que le rapport au vivant ne peut pas être un rapport de domination, puisque domination, ça fait ce résultat-là. Donc il y a une sorte d'obligation qui s'impose à nous de se dire il faut que je me rende compte de qu'est-ce que c'est les êtres vivants, comprendre que nous ne vivons que parce que nous avons des aliens en nous, le microbiote, que les arbres ne vivent pas seuls, ils sont avec des racines connectées aux champignons, et qu'il n'y a pas d'existence de n'importe quel être vivant sans milieu. Les vivants sont tous interdépendants. Alors, ça, c'est la question, là, vraiment des sciences, mais les conséquences sur les sciences humaines, c'est tout ce qui en découle de quelle économie pour revoir tout ça, quel droit est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on va rendre la nature sujet de droit alors qu'elle n'est qu'un objet aujourd'hui à consommer, désacralisé. C'est ce qui a permis quand même l'usage absolument intensif du vivant. Quelles sont les sciences de gestion qu'on va développer? C'est plus du tout les mêmes. Tout est à changer de A à Z. Quelles sont les sciences politiques? Comment on va décider dans des arbitrages en connaissance de la cause du vivant, puisqu'il n'y a qu'une seule cause commune aujourd'hui pour l'État mondial, pour l'ONU, c'est la question de maintenir l'habitabilité de la Terre. Dernier point, la question de notre état d'esprit. Évidemment qu'il y a des sciences humaines, mais nous avons un état d'esprit, une vision du progrès, des récits idéologiques dans nos têtes. Et ça aussi, c'est complètement à revoir, puisque la performance n'est plus une chose intéressante, qu'il va falloir plutôt viser la robustesse, comme le dit très bien Olivier Amand, biologiste à Lyon, que la négligence du vivant, eh bien, elle va devoir basculer sur une éthique de la considération. Corinne Pelluchon, il y a son livre que vous pouvez consulter, et que les externalités deviennent des dettes où, très concrètement, la moitié des entreprises du CAC 40 ne peuvent pas payer leur facture carbone. Et je ne considère que la facture carbone. Je ne parle pas de la facture biodiversité. Donc, partant de là, il va falloir donc revoir tout cela. Et qu'est-ce qui se passe dans les écoles de commerce? Vous avez les jeunes qui disent « Sachez quel rouage vous allez être ». Je fais référence à leur discours d'il y a un an. Mais pour l'enseignant, et j'en parle dans un débat récent où je suis intervenue avec Camille Etienne et Fabrice Bonifay, les enseignants ne viennent pas se confronter à ce que je suis en train de dire, parce que ça veut dire qu'ils doivent mettre à la poubelle tous leurs cours. Il n'y a plus rien qui tienne. Il y a un deuil radical à faire. Les bases, la construction même des sciences de gestion,
si elle ne voit que le financier, elle passe à côté du problème que nous avons. Donc ce n'est pas pertinent pour des jeunes qui ont juste 18-20 ans et ils gueulent. Les agroparithèques, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, c'est les bifurqueurs, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire à faire améliorer le énième yaourt à la fraise qui a un petit peu de citron et qui va avoir la texture machin. C'est pas très intéressant. Et puis les autres polytechniciens, je parle vraiment en comparant leurs trois discours. Et les alumni, vous qui êtes en fonction, Patrick Pouyanné par exemple, hein, vous allez devoir rendre des comptes. Très intéressant. Donc moi, en introduction, ce que je dirais, c'est les jeunes nous obligent vraiment à réorganiser les choses. Alors ça fait des choses incroyables parce que nous, depuis la place sur de comptabilité écologique, on improvise des formations, mais en mettant telle et telle compétence, mais en mode intuitif quasiment. Parce que ce n'est pas les comptables qui vont vous inventer ça, puisque c'est des gens qui sont censés faire de la conformité, ils ne sont pas créatifs. Ça ne va pas venir des économistes qui ne connaissent rien à la comptabilité. Vous voyez, on est coincé. Donc il faut des dynamiques de consortium assez atypiques, assez créatifs, qui sont capables de répondre à ces jeunes qui sont en demande, mais alors énorme, parce que j'habite, moi, juste en dessous du plateau de Saclay, hein, et donc je vois ces grandes écoles, mais qui sont, vous voyez, 30 000 jeunes qui signent l'appel pour refonder, non, c'est quoi, pour l'appel pour refonder, non, c'est pas ça, leur appel, comment? Je me souviens plus. L'appel, tout à coup, le réveil écologique. Ouais, voilà. Oui, c'est pour un réveil écologique, voilà, c'est ça, exactement. Je crois. Avec, vous savez, ils ont fait même un questionnaire d'embauche en disant, vous posez ces questions-là, si la boîte ne répond pas sur les questions environnementales, vous pouvez aller voir ailleurs. Je vais céder la parole à Guilain Mauviel, puisque les universitaires sont interpellés. Donc, comment vous gérez cette demande des jeunes et comment vous accompagnez les jeunes dans ces questionnements? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec vraiment énormément de choses que vous avez dites, il n'y a aucun souci. Par rapport au bifurqueur, enfin, ce que vous dites sur les élèves d'AgroParisTech et ceux aussi qu'on retrouve dans des grandes écoles, déjà en interne de ces écoles, ça reste des minorités. C'est-à-dire que les bifurqueurs d'AgroParisTech, ça reste quand même une petite minorité d'étudiants qui a réussi à un moment donné à avoir la parole et à être très médiatisé derrière, ce qui a été vraiment... Alors ça, ils ont réussi à un petit nombre, quelque chose d'exceptionnel en termes d'impact, mais ça reste une minorité au sein d'AgroParisTech. Il y a quand même la grande majorité des étudiants qui sont, je dirais, pas un attentisme, mais en tout cas qui se satisfont et qui vont aller travailler dans des entreprises avec lesquelles qui sont plus ou moins, on va dire, en raccord avec la transition écologique. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres universités ou les écoles d'ingénieurs simplement qui n'ont pas cette taille-là, on n'arrive pas à avoir les masses critiques d'étudiants qui ont cette appétence pour l'écologie. Ça reste des minorités et voilà, dans une école qui n'a, on va dire, que 300, 400 étudiants, ces minorités-là sont peu visibles parce que ça représente 4, 5, 7 étudiants. Ils ont du mal à finalement émerger. Et donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que ces appels, cette bifurcation, elle était assez visible dans les très grandes écoles dans lesquelles il y a beaucoup d'étudiants et peut-être des écoles généralistes, mais on le voit quand même beaucoup moins dans les écoles plus spécialisées de petite taille. Et on le voit très très peu, il faut bien l'admettre, dans les universités. C'est-à-dire que ces mouvements étudiants, pour ce qui concerne l'Université de Lorraine, mais je le vois aussi dans d'autres universités en France, ne sont pas assez présents. Moi, je les appelle de mes voeux, parce que je pense que c'est aux étudiants de nous mettre la pression pour justement que les choses changent. Je pense que s'il y avait plus de mobilisation
étudiantes sur ce sujet-là, avec 10-20% des étudiants qui vraiment se mobilisaient, les choses bougeraient encore plus vite. Actuellement, la réalité, en tout cas à l'Université de Lorraine, c'est que le changement, on collabore avec ces petits groupes d'étudiants motivés, mais ils n'arrivent pas à avoir une emprise, un effet d'entraînement auprès de la masse des étudiants. Donc voilà, je voulais juste quand même dire que malheureusement, ces bifurqueurs, ou en tout cas ces mouvements, en tout cas comme pour Réveil écologique, c'est un mouvement national qui est très intéressant, mais il est très très peu présent dans notre région, hein. Moi, je connais un étudiant qui se reconnaît comme étant pour un réveil écologique. C'est extrêmement mineur, quoi. Donc, c'est dommage. Alors, par rapport à la question qui a été posée dans le débat, voilà, donc les apprentissages. Donc, alors, ça bouge beaucoup. Hein, ça bouge beaucoup dans le milieu des écoles d'ingénieurs. Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger effectivement ce qui a été l'impact d'AgroParisTech et l'impact de Pour un réveil écologique. Ça a vraiment... Il y a beaucoup d'écoles qui ont vu ça et qui se sont dit « Waouh, même si nous, on n'a pas les étudiants qui nous interpellent, on n'a pas envie que ça nous arrive un jour. » Que d'avoir des gens qui ont ce genre de discours, des étudiants qu'on a formés qui ont ce genre de discours lors de la remise des diplômes, on n'a pas envie que ça nous arrive, d'une part parce que médiatiquement, c'est pas fabuleux, on va le dire, mais d'autre part parce que c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on passe 3 années à former des gens et au final, ils ne sont pas heureux de la formation qu'ils ont faite, quoi. Ils ne sont pas heureux du métier auquel on les a formés. Donc c'est assez... forcément décevant pour une équipe pédagogique d'en arriver là, quoi. Donc là, il y a quand même, je dirais, les équipes pédagogiques qui sont engagées, qui ont envie de former des étudiants pour aller vers un monde professionnel, pour que leur formation soit utile à la société, finalement. Eh bien, évidemment, c'est décevant d'en arriver là. Donc, il y a eu des mouvements, très forts au sein des écoles d'ingénieurs. En particulier, l'INSA, le groupe INSA, l'INSA de Lyon, à travers sa collaboration avec le Shift Project, a beaucoup été dans un mouvement d'entraînement des autres écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Je cite l'INSA parce que c'est les travaux que je connais le mieux. Ça entraîne, ça a force d'entraînement sur beaucoup d'écoles. Il y en a aussi à l'Université de Lorraine, je pense à l'ENSGSI, hein, d'ailleurs, qui est assez... qui a apporté quelque chose d'assez unique dans le paysage. Et finalement, il y a beaucoup d'écoles finalement, qui se sont engagées dans ce mouvement-là. Ok. Et donc, aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fini, grâce au rapport Jouzel-Abadi, qui avait été commandé d'ailleurs par ce ministère, à bouger. Et il y a eu des annonces au mois d'octobre à Bordeaux. La ministre... Sylvie Retailleau a fait une annonce selon laquelle il fallait effectivement former tous les étudiants de France de premier cycle aux enjeux socio-écologiques, pas uniquement écologiques, mais avoir une approche aussi sociale. Donc ça a été une année très riche, hein, en discussion entre le ministère et toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur pour définir justement qu'est-ce que devait être ce socle de connaissances et de compétences pour la transition écologique. Donc là, c'est paru lundi dernier, hein, il y a eu ce cadrage ministériel qui est paru, et donc on sait maintenant, hein, ce à quoi on devrait préparer les étudiants. Alors ce sont des préconisations, hein. D'ailleurs on peut regretter que ce ne soit pas un arrêté ministériel qui est force de loi, hein. Ce sont uniquement des préconisations. En même temps, je pense que les universités n'auraient pas forcément beaucoup apprécié d'avoir un cadrage trop rigide, hein. Ce n'est pas dans les habitudes des universitaires qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire. Donc ça reste une formation universitaire et pas une formation secondaire avec un programme national. Donc juste pour vous dire, hein, rapidement, les connaissances, je dirais que là on pouvait les deviner très vite, hein. Changement climatique, biodiversité, ressources, et c'est peut-être ça qu'on n'a pas toujours dans le viseur, c'est l'épuisement des ressources. L'épuisement des ressources naturelles, l'eau, on est bien en phase de le savoir actuellement, les sols, qui peuvent être considérés comme une ressource particulière, la forêt, qui est aussi une ressource, mais aussi les métaux. Et on sait qu'on va avoir, avec la transition écologique, des vraies problématiques autour de métaux, du cuivre en particulier, mais aussi du lithium. Enfin, je vais vous faire toute la liste des métaux critiques dont on a besoin pour électrifier les usages, par exemple. Voilà, donc ça, il y a des connaissances. Je pense que les connaissances, il y a aussi la notion de transition juste
qui est vraiment listé. C'est le quatrième connaissance. Alors, il y a tout un aspect là autour de l'équité dans la transition, et évidemment, c'est un aspect extrêmement important. Et là, il y a évidemment les sociologues et aussi les philosophes, d'ailleurs, qui vont pouvoir, je dirais, intervenir dans ce genre de cours. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir quelles sont les compétences dont on a besoin, dont finalement tous les citoyens auraient besoin dans cette transition écologique. Vous avez parlé de la systémique, de développer une pensée systémique, et donc ça, évidemment, ça revient beaucoup dans les discours, cette pensée systémique, cette pensée critique aussi, donc voilà, comment on peut former, en l'occurrence les étudiants, à avoir une approche critique de l'information. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très complexe dans notre monde maintenant, avec toutes ces ressources immédiatement disponibles, mais pas toujours très pertinentes. Donc là, ça va être un gros travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même regardé ce qui se passait un petit peu dans les autres pays. Et au niveau européen, il y a un référentiel qui est passé peut-être un peu inaperçu, un référentiel de compétences qui est passé inaperçu en 2022, mais qui existe et qui est très intéressant, en fait, qui s'appelle le Green Comp. Donc, c'est le référentiel européen des compétences sur la durabilité. Et dans ce Green Comp, on retrouve la pensée systémique, la pensée critique, mais on retrouve également d'encourager à l'équité, qui considère que c'est une compétence à part entière, qu'on doit former les gens à se former, à finalement être capable d'encourager l'équité, de développer sa capacité à agir. Et ça, c'est un point extrêmement important, à la fois, je dirais, dans ce qu'on veut effectivement enseigner, mais tout particulièrement parce que les jeunes, quand on les interroge, parce qu'on a commencé un petit peu à tester tout ça, il y a des universités qui sont même un peu plus en avance que la mienne, je le reconnais volontiers. L'université de Bordeaux, l'université d'Aix-Marseille sont assez en avance sur ces sujets-là. Ils ont commencé à tester ce genre de choses, Clermont-Auvergne aussi. Et ce qui est constaté, c'est que dans les retours qui sont faits, des gens qui ont 18, 19 ans et qui ont ce type de cours, ce qu'ils disent pour la plupart, c'est on n'a plus envie d'avoir un discours qui nous fait peur, qui nous angoisse, des informations qui sont angoissantes. Alors, je reviendrai dessus parce que c'est un peu particulier. Mais par contre, on a envie de nous expliquer comment est-ce qu'on peut agir. Voilà. Ok, c'est bon, il y a des problèmes, on a très bien compris qu'il y avait des problèmes. N'en rajoutez pas une couche, là c'est bon, l'éco-anxiété elle est déjà assez forte. Donc ne nous expliquez pas juste les problèmes, mais dites-nous un peu comment, qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Donc cette compétence liée à la capacité à agir à titre dans nos actions individuelles, donc ok, les éco-gestes, on a compris, mais c'est pas pour ça qu'on les fait, parce qu'on comprend qu'on fait forcément. Mais il y a également tout ce qu'on peut faire au niveau collectif. Alors collectif en tant que futur professionnel, mais aussi en tant qu'associatif. Donc là, vous êtes bien placé pour apprécier ça. Et puis aussi sur le plan politique. C'est-à-dire que dans le Green Comp européen, il est bien marqué, une des compétences, c'est d'être capable d'aller voir son maire, d'aller voir son député, et puis d'éventuellement s'engager politiquement. C'est assez particulier de retrouver ça dans un référentiel de compétences universitaires. Et il y a une compétence qui est listée, qui est aussi promouvoir la nature. Et là, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Et moi, par contre, je m'interroge là-dessus. C'est-à-dire que je me demande s'il faut absolument arriver à convaincre finalement tout le monde que le vivant est important pour que les gens bougent, pour que véritablement il y ait une transition écologique qui se fasse. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à être convaincus tout à fait qu'il faut protéger le vivant, qu'il faut protéger finalement autre chose que l'humain, et éventuellement soi-même ou sa famille. Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi des discours qui soient adaptés à ces personnes-là qui ne seront peut-être jamais capables d'apprécier la nature en tant que telle, en tant que milieu externe à l'homme, et qui se restent concentrés s'ils sont anthropocentrés. Et je pense qu'en fait, c'est très puissant, cet anthropocentrisme. Et je pense qu'il faut arriver à avoir un discours qui soit quand même convaincant, même pour des gens qui resteront anthropocentrés. Donc voilà, c'est juste, ça c'est un avis très personnel. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Paul Picaretta à partir de ce que vous avez dit sur l'éco-anxiété.
J'aimerais savoir si Paul est convaincu que pour relever le défi écologique, l'éco-anxiété ne sert à rien. Moi, je pense que dans l'éveil des consciences, la peur est un puissant aiguillon. Il faut que je réponde à cette question d'abord. Oui, si tu veux, oui. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Parce que le développement que j'avais prévu, j'allais y répondre, mais du coup, je vais commencer là-dessus. Synthétiquement, il y a quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant dans la revue Limite et avec des copains. Il y a d'abord faire du journalisme d'idées. Bon, c'était notre travail. Donc, la question quels apprentissages, nous. Faut voir comment on est situé d'abord, le contexte. On s'adresse à un public, quand on sort en 2015, on s'adresse à un public chrétien qui a lu l'encyclique du pape François, Laudato Si, donc sur la sauvegarde de la maison commune. Donc voilà, prise de conscience de certains chrétiens, et on essaye d'accompagner le mouvement qu'essaye de faire l'Église vers la conversion écologique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une critique peut-être plus radicale que la critique de l'écologie, que la pensée écologique de l'Église, peut-être un peu plus radicale, avec des inspirations souvent jugées, radicales dans le sens marginal et peu commune. Dans ces critiques-là, il y a tout d'abord la critique du solutionnisme technologique, l'idée que c'est la technologie et les inventions technologiques de demain qui régleront les problèmes d'aujourd'hui, des problèmes que la technologie elle-même a créés, bien souvent. Donc une critique du solutionnisme technologique, premièrement, en s'appuyant sur une pensée qu'on appelle, pardon pour le mot, il n'est pas très joli, mais les technocritiques, c'est-à-dire c'est une famille de pensée française, mais pas seulement, où on peut trouver des auteurs comme Jacques Ellul, par exemple. Il y a aussi l'allemand Gunther Anders, toute une galaxie d'auteurs qu'on a essayé de remettre un peu au goût du jour, qui comment dire, et finalement est une galaxie d'auteurs assez générationnelle, parce qu'il y a beaucoup de trentenaires qui se remettent à lire ce type d'auteurs, donc des penseurs critiques du système technicien. Voilà, donc le solutionnisme technologique est pour nous quelque chose quand je dis nous, je veux dire les gens qui ont fait la revue Limite et qui continuent d'écrire ailleurs, voilà, quelque chose qu'on essaie de remettre en question. La deuxième chose, c'est évidemment une critique du capitalisme comme mode de production, c'est-à-dire comme système qui n'est basé que sur la croissance et l'exploitation à l'infini des ressources. Donc on pense que le capitalisme soit vert, bleu, brun, rose, toutes les couleurs, ça reste du capitalisme, c'est-à-dire que ça reste un système de production qui va s'autodétruire, voilà. Qui met du temps, mais qui va s'autodétruire. Enfin, si on prend l'histoire de l'humanité et l'histoire de la Terre, le capitalisme est finalement un point seulement dans l'histoire de l'économie, en fait. Et donc, cette critique-là est évidemment rattachée à l'idée de critique de la croissance. Je voyais qu'Emmanuel Macron parlait le nouveau président du MEDEF a fait une déclaration hier en disant qu'il fallait lier désormais l'économie à l'économie verte, donc la croissance verte, pardon. Donc voilà, continuer de produire toujours plus, mais se mettre un peu au goût du jour, voilà. Donc ça, le premier point, critique du solutionnisme technologique. Deuxième point, critique du capitalisme comme mode de production qui court à sa perte. Troisième point, la critique, c'est là où je vais répondre à ta question, de l'écologie des petits pas, c'est-à-dire cette idée que si on s'y met tous un petit peu, eh ben, on va résoudre le problème fondamental. C'était un peu la dérive du mouvement des colibris, donc fondé par Pierre Rabhi. Quand je dis la dérive, c'est même pas une dérive, c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'il pense que si chacun fait sa petite part, le colibri, donc l'oiseau, va prendre une goutte d'eau et éteindre l'incendie. C'est l'action individuelle. Bon. D'ailleurs, chose étonnante, c'est que dans la fable du colibri, à la fin, l'oiseau s'épuise et meurt, quoi, n'éteint pas le feu. Le problème de cette pensée-là, donc l'approche des petits pas, c'est
je fais attention quand je me brosse les dents, je fais pipi sous la douche et tout ira bien. Et puis c'est bon, c'est reparti comme en 40. On a sauvé la planète. Bon, cette manière de penser, je pense qu'elle est complètement datée. Enfin, que je crois pas, je suis pas certain que la génération dont vous venez de parler, on adhère encore vraiment à ce discours-là, l'écologie des petits pas. On est passé, je crois, à une analyse plus structurelle. Et il me semble que l'éco-anxiété, le sentiment d'éco-anxiété, est précisément une conséquence de cette écologie individuelle. C'est-à-dire, je suis face à la catastrophe et je suis seul face à la catastrophe. Et donc, je ne suis pas mobilisé par la colère, la honte, des sentiments mobilisateurs, mais par la peur. Et la peur, en fait, pétrifie. La peur n'aide pas, en fait, à agir, à trouver des solutions, etc. Ni à penser, d'ailleurs, le problème de façon globale. La peur pétrifie. Et je pense que l'éco-anxiété est vraiment le résultat de cette posture-là. C'est-à-dire que je suis face à l'énormité de la catastrophe et je suis tout seul en face. Et je vais essayer de résoudre ce problème tout seul. Il y a l'économiste Frédéric Lordon avait inventé cette formule: ne soyez pas éco-anxieux, soyez éco-furieux. C'est-à-dire, éco-furieux, en fait, mobiliser la colère enfin, la colère est plus mobilisatrice que la peur. Donc voilà, moi je crois plutôt en ça. Alors la colère, après évidemment, il faut essayer de définir ce que c'est. Voilà. Les formes que ça prend. Les formes que ça prend, évidemment. Et puis, et le dernier point que je voulais évoquer, pardon, je vais me servir de la technologie. C'est le point de la justice sociale qui est fondamental, puisque on peut imaginer une économie verte, un monde vert, des avions verts, un monde propre, mais qui serait, dont les pauvres en fait seraient totalement exclus. On peut imaginer un monde comme ça, un fascisme vert finalement. Et je crois qu'il est essentiel dans notre réflexion sur l'écologie d'intégrer la question sociale en se disant comment les pays pauvres ou les individus pauvres, les personnes pauvres, d'où qu'elles viennent, puissent s'intégrer à la société, ne soient pas exclus. Et là, je vais y aller très franchement. Je ne crois pas que la façon dont l'écologie est pensée de manière politique aujourd'hui soit une façon populaire de penser, de fonctionner. Je crois que la plupart le gilet jaune moyen est exclu de la pensée écologique aujourd'hui. C'est une écologie qui n'est pas populaire et qui doit rénover sa pensée, qui doit intégrer le plus possible la question sociale. Aujourd'hui, l'écologie est avant tout pensée par des militants qui connaissent par cœur leur logiciel, mais qui n'est pas un logiciel de pensée qui s'adapte à tout le monde, et surtout aux plus pauvres. Et moi, c'est une des plus grandes inquiétudes que j'ai peur qu'il n'y ait que les mêmes personnes, c'est-à-dire les intellectuels, qui soient convaincus du problème. Et c'est très embêtant, puisque les intellectuels, on ne représente rien, on n'est rien, nous. Et donc, il faut penser vraiment la question avec les gens, faire une écologie avec les gens. Pas pour les gens, mais avec les gens. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Les partis politiques, le principal parti politique en France aujourd'hui est majoritairement représenté par des bourgeois, tenu par des bourgeois. Même si, d'un point de vue local, il y a effectivement des cas à part, mais globalement, c'est une pensée avant tout classe moyenne supérieure. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas le cas dans d'autres continents, d'ailleurs, mais en Europe et en France en particulier, l'écologie s'est complètement séparée des classes populaires. Et pour terminer, nous, on essaye encore, dans le milieu chrétien et un peu plus large aussi, d'être encore un poil à gratter, d'aller à contre-courant de la pensée bourgeoise conservatrice qui est très à la mode. Et c'est très difficile. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a décidé d'arrêter, même si on aurait pu continuer, mais on a décidé de faire ce geste politique, de dire, nous, on a dit ce qu'on avait à dire. Le christianisme
nous croyons que le christianisme est une force de transformation sociale, une force de mobilisation pour l'écologie. On n'a rien inventé. Les textes sont quand même assez clairs. Une certaine tradition de pensée de l'Église est assez claire. Le pape François a été très clair. Il a dit qu'il fallait une certaine décroissance. Bon, maintenant, les gens, ils votent Zemmour chez les cathos. Donc, c'est très compliqué de parler avec eux et d'aller beaucoup plus loin. Donc, voilà. Mais chacun fait son travail. Moi, mon travail, c'était de parler aux chrétiens. Et je continue d'ailleurs avec succès et échec. Voilà. Bien, puisqu'il est question de travaux, je vais me tourner vers Dominique Andrès. Parce qu'à l'échelle d'une ville, la question se pose aussi. Donc, comment est-ce que vous avancez à Épinal sur ces questions ? Ce que je viens d'entendre, effectivement, vous parliez de la question sociale, côté intellectuel. Effectivement, nous, on est au quotidien avec des habitants, et tous les habitants, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions sociales. Et surtout, on est parti sur un principe, c'est que si la transition écologique ne pourra se faire qu'à partir des territoires, si on attend que ce soit l'État qui fasse les choses, on peut encore attendre très longtemps. Et donc, quand je parle de territoire, je parle de la commune, mais la commune d'aujourd'hui ne travaille plus toute seule. On travaille dans un environnement, dans une comité d'agglomération, un département et même une région, même si elle est très vaste. Et donc, on a fait le choix vraiment d'avoir une politique volontariste, que ce soit sur Épinal ou sur la communauté d'agglomération. Alors, ce choix, il est facilité par un élément, notamment depuis 2020, depuis le dernier renouvellement des dernières élections municipales. C'est quand même pas mal perturbé, mais la génération d'élus qui est arrivée, je le sens pour être élu depuis un certain temps, a vraiment une sensibilité aux questions environnementales qui est quand même nettement avancée par rapport au passé. Il y a vraiment une sensibilisation très forte. D'ailleurs, même parfois paradoxale, parce que les mêmes élus qui sont adhérents à des partis politiques nationaux ont une sensibilité qu'ils affichent très forte localement, alors que leur parti au niveau national la cache, n'empêche pas, ou quand ils n'ont pas des positions opposées. Et donc, et en même temps, les élus locaux sont confrontés quotidiennement aux conséquences de tous les problèmes environnementaux, qualité de l'air, l'eau, les problèmes dans notre région, beaucoup les problèmes au niveau de la forestier, les mobilités. Derrière, toutes les questions liées à la santé, je pourrais encore en citer beaucoup. Alors, par rapport au sujet ou la question des apprentissages. Bon, nous l'apprentissage, ça passe par rapport à, on va dire, plutôt l'acculturation, la sensibilisation. Alors, dans différents domaines, on pense évidemment aux citoyens, à tous les citoyens, c'est important, effectivement. Et il y a des catégories sociales qu'on a beaucoup plus de mal à toucher parce que leur préoccupation quotidienne, elle n'est pas environnementale, elle est beaucoup plus terre à terre. Mais en même temps, il ne faut pas oublier donc, la sensibilisation des élus. Je disais que ça a beaucoup progressé, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Et puis, pour pouvoir mettre en œuvre des politiques locales, et ça, j'ai découvert ça quand je suis devenu adjoint, derrière, il faut aussi embarquer les services, l'administration, les services techniques et administratifs, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient acculturés aux différentes questions. Concrètement, je peux vous donner un exemple. J'étais chargé en 2014 de mettre en place une politique vélo sur la ville. On ne voyait aucun cycliste dans la ville quasiment, en dehors du vélo loisir. Mais c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. On a beau faire tous les plans qu'on veut, il faut que derrière, nos services et les réflexes intègrent totalement ces visions des techniciens qui ont été habitués à ne penser que bagnole. Du jour au lendemain, on ne peut pas leur demander de penser à de prendre en compte tout ça. Donc il a fallu beaucoup de temps. Et pour que ça avance, effectivement, il faut vraiment embarquer tout le monde. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on avance, on a bien avancé sur le sujet. Donc concrètement, je vais citer des actions sur notre territoire. Alors je ne me limite pas à Épinal. Un outil très important qui a été mis en place, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'était un des premiers qui a été mis en place en France sur la partie centrale du département. C'est un outil essentiel qui n'est pas du tout, on en parle très peu,
mais c'est essentiel dans la mesure où il s'agit, pour tous les acteurs du territoire, au niveau des collectivités, d'organiser le territoire à partir de données, d'organiser le développement du territoire. C'est-à-dire de construire l'habitat qui a besoin, mais sans plus, en s'orientant notamment vers l'habitat, enfin la requalification de l'habitat existant, développer tout ce qui est commercial, les zones commerciales ou artisanales, en fonction des besoins du territoire et sans concurrence entre les différentes communes, de manière donc sur la base de données objectives, ce qui n'est pas toujours évident. Donc il y a eu un premier schéma de cohérence qui a été approuvé en 2008 et on vient de le réviser avec des objectifs à la baisse parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on partait sur des estimations de population croissante alors qu'on est tout à fait dans le sens inverse. Et aujourd'hui, on a vraiment un outil très intéressant, parfois contraignant et souvent mal vécu, notamment par les petites communes qui se sentent un peu bridées, mais c'est vraiment un outil essentiel. En parallèle, sur la ville d'Épinal, on avait commencé à développer un plan de biodiversité. On a travaillé, on a supprimé tous les produits phyto progressivement utilisés dans tout ce qui était fleurissement, espaces verts, etc. On a développé... On a rénové, on a valorisé et étudié, travaillé sur une tourbière qui est sur notre territoire, puisqu'Épinal, c'est quand même c'est une ville qui est beaucoup plus nature qu'urbaine. Et puis on a mis un certain nombre d'actions dans le domaine de la biodiversité. Et puis vraiment depuis 2020, il y a eu une accélération. Ça a été une volonté politique. D'ailleurs, je pense que le maire a surpris beaucoup de monde parce que il a vraiment affiché une volonté, une grande détermination. Et dans ses discours, parfois, je me dis, mince, moi qui ai un passé écologiste, j'aurais même jamais osé prononcer certains mots il y a quelques temps. Alors, beaucoup d'actions ne posent aucun problème d'acceptabilité au niveau de la population. On a un projet alimentaire de territoire avec une régie maraîchère qu'on est en train de développer pour approvisionner nos restaurants scolaires. C'est quelque chose qui ne pose aucun souci. On a largement le soutien de la population. Mais l'objectif final, c'est aussi d'apprendre à nos concitoyens à bien s'alimenter, notamment les plus défavorisés. Parce que en s'alimentant mieux, ils auront une meilleure santé et surtout, même économiquement, ils seront gagnants. On travaille beaucoup la végétalisation, mais ça, je crois c'est une contrainte. Tout le monde va partir. C'est l'adaptation, notamment au dérèglement climatique. Et même si ici, on est dans un parc urbain, vous profitez un peu de l'ombre, on a encore beaucoup de secteurs qui ont été développés dans le centre-ville, qui ont été développés de manière, même récemment, peut-être de manière trop minérale. Donc là, on essaye d'avancer là-dessus. On va travailler aussi sur un plan canopé pour vraiment développer, que ce soit sur l'espace public ou privé, que l'arbre prenne toute sa place. On a eu un premier budget participatif qui était largement orienté vers le développement durable et qui a produit un certain nombre d'initiatives intéressantes. J'ai parlé des mobilités. Donc là, on a vraiment un plan. On met un plan mobilité qui prend en compte l'ensemble des mobilités avec l'objectif de développer et favoriser les déplacements doux, vélos et piétons. Et en quelques temps, on a fait quelques actions en une année où on a déjà transformé le centre-ville et c'est pas fini. Cette année, il y a encore beaucoup de choses qui seront faites. Je pourrais parler aussi du numérique responsable, d'un écoquartier qu'on est en train de développer un petit peu en amont d'ici, au bord de la Moselle. Et puis également, d'ailleurs, la Moselle qui est quand même notre rivière, la ville s'est un peu développée en lui tournant de dos, cette Moselle qu'on va progressivement, et ça prendra du temps, renaturer, lui redonner toute sa place au centre-ville. Alors ce qui est important aussi, en dehors de ce catalogue, c'est de vous expliquer, c'est intéressant, c'est de vous expliquer un peu les obstacles qu'on peut rencontrer. Les satisfactions, mais aussi les obstacles. Pour pouvoir développer des politiques, il faut arriver à embarquer les gens, mais on a des résistances. On va dire, la plupart des résistances qu'on a, ça tourne autour de la bagnole. C'est pas un secret. La végétalisation, ça pose pas de problème, mais sauf quand on commence à supprimer quelques places de parking, là, ça va moins bien. Quand on développe un plan mobilité et qu'on met la ville à 30 km/h, je peux vous dire que là, c'est la tempête. Le maire notamment était en première ligne, donc on a mis la ville à 30 km/h l'année dernière en grande partie. Et là, on a eu vraiment des réactions parfois très violentes, voire ubuesques. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. On a abaissé
On a baissé la vitesse dans la ville. Il y a encore beaucoup à faire, mais enfin, on a des progrès. On voit qu'on a bien fait de tenir le coup. Bon, après, on a aussi des résistances qui sont plus compréhensibles du côté des commerçants, parce que dès qu'on va modifier des choses, des aménagements dans la ville, un commerçant voit tout de suite, a tout de suite des craintes par rapport à son chiffre d'affaires, etc. Et donc là, ça nécessite beaucoup de dialogue et de persuasion. Voilà. Et puis, pour revenir un petit peu au sujet, la grosse difficulté qu'on a, c'est quand même d'arriver à toucher tous les publics, d'arriver à sensibiliser tous les publics, et notamment les plus défavorisés. On a toujours un outil un petit peu classique, c'est par les enfants. Les actions qui sont en milieu scolaire, auprès des enfants, on arrive à toucher tout le monde, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit dans les actions hors temps scolaire que la ville mène et qui sont importantes à Épinal. On a des outils, les enfants sont vraiment un bon vecteur pour informer, pour sensibiliser les familles, mais on peut pas se baser que là-dessus. Voilà. En tout cas, je pense qu'à travers tout ce qu'on peut, on voit quand même qu'on arrive à avancer quand il y a une certaine volonté politique. Même si parfois on nous dit vous n'allez pas assez vite, mais on va dire que ces actions-là, moi, me rendent optimiste. Merci beaucoup pour ce témoignage très complet, très riche. Je vais me tourner vers Franck Escoubès parce que sur la question des apprentissages, vous avez suivi d'assez près le grand débat organisé sur l'environnement, etc. Est-ce que vous pensez que ces consultations citoyennes peuvent marquer un progrès dans la prise de conscience des enjeux ? Je vais d'abord commencer par un disclaimer, parce que moi je ne suis pas un expert en écologie, et j'ai plutôt un regard qui est celui de la sociologie politique. Oui. Tu as mentionné, François, en introduction, tu as fait référence au grand débat national. Je vais me permettre d'y revenir 30 secondes pour dire que quand on a analysé les résultats du grand débat national en 2019, pour rappel, l'écologie, la transition écologique, était la 5e préoccupation des Français. Assez loin derrière le pouvoir d'achat, qui était déjà la première préoccupation des Français. Et le pouvoir d'achat, c'était aussi beaucoup la réindexation des retraites à l'époque. Deuxièmement, le sujet des déserts médicaux et de l'accès aux services de soins, de santé. Troisièmement, la troisième préoccupation des Français à l'époque, c'était l'intégrité des élus, le souci d'avoir des élus irréprochables, dont on ne puisse pas critiquer la réputation, etc., etc. Et le quatrième sujet, c'était l'implication dans la vie démocratique. Donc la 5e préoccupation, c'est la transition écologique. Donc déjà, ça positionne disons les priorités spontanées des Français. Et en réalité, ces priorités-là, elles sont très contextuelles. Parce que quand on a fait, 3 ans plus tard, des consultations de même ampleur post-Covid, ça a été moins médiatique, mais il y a eu une quinzaine de grandes consultations nationales sur le monde d'après. Vous vous souvenez de cette expression, pendant la crise du Covid, on réfléchissait tous dans notre cuisine au monde d'après. Eh bien, dans le monde d'après, soudainement, évidemment, la santé devenait essentielle, c'est pas surprenant, et l'environnement avait gagné avait gravi des échelons de priorité, sauf qu'on n'envisageait pas l'environnement de la même manière. Dans le grand débat, l'environnement, c'était en gros l'État à la manœuvre, des investissements massifs, en 2 mots, investissements massifs dans les technologies vertes, une fiscalité agressive, une réglementation extrêmement rigoureuse. Ça, c'était les termes dans lesquels s'exprimaient les citoyens spontanément dans le grand débat. Post-crise Covid, soudainement, l'environnement, c'était un environnement à hauteur d'homme, beaucoup plus humain. C'était une moindre consommation, les circuits courts, moins de déplacements, le retour à la proximité, etc., etc. Donc tout ça pour dire que
Déjà, la relation qu'on peut avoir à la pensée écologique, c'est une relation très contextuelle, très contingente. En gros, ça dépend de l'actualité. Bon, premier aspect des choses. Deuxièmement, pour moi, poser la question des apprentissages, c'est poser la question des mécanismes de persuasion. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on arrive à persuader les citoyens, persuader les gens que c'est important, la transition écologique. Et en fait, c'est évidemment pas simple du tout de convaincre. J'évoquais hier, et je ne vais pas y revenir parce que je n'ai pas envie de me répéter, mais j'évoquais hier ce constat étourdissant, hein, vertigineux, qui consiste à dire que le débat ne fait pas changer d'avis. Ce qui fait changer d'avis, c'est le temps. C'est parce qu'on a été l'objet de multiples répétitions de différents messages émanant de différentes sources et de différentes origines que finalement, progressivement, on fait évoluer son point de vue. Et donc vous imaginez que dans ces conditions-là, on change rarement d'avis. Donc ça, c'est une première résistance au changement d'opinion et à la persuasion. Deuxièmement, le cerveau est ainsi fait que sur des sujets politiques qui nous déterminent beaucoup en termes d'identité, on est très résistant à la conversion, très résistant au changement d'avis. L'accumulation de faits ne suffit pas du tout à nous faire changer d'avis. Donc on pourra accumuler tous les travaux du GIEC qu'on veut. Il y a une frange très significative de la population qui continuera soit à ne pas changer d'avis, soit à être agnostique. Il y a une étude qui est très, très intéressante, qui a été étonnamment occultée par les médias. Ça a été l'équivalent du GIEC sur l'accident de Fukushima. Il y a une analyse extrêmement sérieuse qui a duré 10 ans, qui a été pilotée par une cinquantaine d'experts des Nations Unies sur les impacts sanitaires de l'accident de Fukushima. Et en fait, cette étude, qui a été publiée de mémoire, je crois, en 2021, fait la démonstration, à peu près aussi opposable que celle du GIEC, que, en réalité, l'accident nucléaire de Fukushima n'a pas provoqué, 10 ans après, un seul cas de cancer. Il y a eu des morts, mais il y a eu des morts au moment du mouvement de panique qui a suivi et lié à des accidents qui ont été occasionnés par les flux catastrophiques à l'époque. Mais le fait est que ce rapport est absolument irréfutable sur le fait qu'il n'y a pas, 10 ans après, d'occurrence de cas de cancer avérés liés directement à l'accident de Fukushima. Pourquoi je raconte ça ? Parce qu'en fait, ce rapport-là, cette accumulation de faits-là, ne change absolument rien à la conviction des gens. Si vous posez la question aux citoyens dans la rue, ils seront convaincus du fait que l'accident de Fukushima est une catastrophe sanitaire, en dépit de ces constats. Et évidemment, vous comprendrez que dans mes propos, je ne fais que relater un constat et pas du tout, je ne partage pas du tout un point de vue idéologique. Je m'en tiens à ce constat sociologique. Donc l'accumulation de faits ne suffisant pas, il faut se poser la question de savoir comment continuer à évangéliser, comment continuer à persuader. Si les études, si les statistiques, si les données objectives ne suffisent pas, comment fait-on ? Et comment fait-on dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus dépolitisés ? La dépolitisation, en France notamment, est spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de gens qui lâchent l'affaire. Il y avait une couverture de Marianne il y a un an et demi, que j'avais trouvé assez éloquente, qui disait « La France qui s'en cogne ». La France qui s'en cogne. Ben oui, en fait, il y a une France qui s'en cogne. C'est-à-dire que cette France-là,
elle n'est pas climato-sceptique, c'est une erreur, je pense, de penser ça. Elle est en fait indifférente, en grande partie. Elle est agnostique parce qu'indifférente. Et alors après, on peut spéculer sur le pourquoi de cette indifférence. Alors il y a un François Gemène qui dit, en fait, elle est indifférente parce que il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'ils ne seront pas touchés eux-mêmes par l'impact de la transition écologique. Ils seront morts d'ici là. Ou le même François Gemène qui dit en fait, ceux qui seront touchés par l'impact de la transition écologique, c'est ceux qui habitent dans le sud. C'est pas les Parisiens. Je métaphorise évidemment, mais c'est pas mes propos, c'est ceux de François Gemène. Donc il y a... Et puis il y a toute une partie de la population, je reprends ce que disait Guilain, une partie de la population qui est très anthropocentrique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le vivant passe après l'humain, quoi. Il n'y a pas photo. Et donc, finalement, je ne suis pas si concerné que ça. En tout cas, je suis plus concerné par la fin du mois que par la fin du monde. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, c'est compliqué de convaincre, c'est compliqué de susciter des apprentissages. Bruno Latour avait, notamment pendant les premiers confinements de la crise sanitaire, évoqué finalement, il faisait ce constat que je trouvais fascinant. Il disait en gros, ça ne sert à rien de consulter les citoyens. Ça, c'est une démarche rousseauiste qui consiste à penser que le citoyen, par l'opération du Saint-Esprit, serait en fait éclairé par sa sagesse naturelle. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Ça sert même pas vraiment à grand-chose de délibérer, hein, parce que délibérer, c'est long, c'est compliqué, ça exige beaucoup d'informations, etc. Non, ce que disait Latour, il disait qu'il faut faire de l'introspection. Il faut faire un peu comme les jésuites, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se retourner vers soi-même, prendre le temps de l'introspection et réfléchir en soi, profondément, intimement, pour dire finalement à quoi je tiens. Hein. Bruno Latour disait où atterrir, mais à quoi je tiens vraiment, c'est-à-dire à quoi je suis prêt à renoncer, parce que c'est pas si important que ça dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de maintenir et qu'est-ce que j'ai envie d'amplifier dans ma vie. Mais répondre à ça est tellement vertigineux que je ne peux pas le faire sans introspection profonde et finalement assez intime, et tout ça, ça prend du temps. Donc, est-ce que ça s'apprend sur le banc, sur les bancs des écoles? J'en sais rien, je ne crois pas. Est-ce que ça s'apprend par la philo? Est-ce que ça s'apprend par le temps long, hein? J'ai introduit mon intervention en disant que le débat ne faisait pas changer d'avis, c'est le temps qui fait changer d'avis. Bon, le temps long, on le retrouve ici. Et puis, peut-être, dernier point, j'arrêterai là-dessus. Ce qui m'interpelle beaucoup dans le débat, et surtout la pensée écologique telle qu'elle s'exprime, c'est qu'elle reste fondamentalement politique alors qu'elle devrait être culturelle. C'est-à-dire qu'elle devrait faire sa mutation des messages, sa mutation des mots, M-O-T-S, parce qu'elle est aujourd'hui à la fois, on comprend pourquoi, mais elle est quand même, pour beaucoup, très culpabilisante, très responsabilisante, parfois agressive dans la manière dont elle formule ses constats. Elle est très anxiogène, on l'a dit. Est-ce que le fait d'être anxiogène est une bonne approche? Je n'en suis pas certain. Et elle est très abstraite. Est-ce qu'un jour on pourra entendre un discours écologique qui ne fasse plus référence au bilan carbone, mais peut-être au plaisir que l'on peut avoir de passer la nuit dans un train couchette? Parce que ça nous parle, ça parle à notre enfance, en tout cas pour les plus âgés d'entre nous. Est-ce qu'il faut parler des forêts d'Amazonie, ou est-ce qu'il faut parler de la rivière de son enfance et du vieux chêne de son enfance qui n'existe plus et dont la rivière s'est tarie parce que c'est un souvenir nostalgique auquel on n'aura plus accès? Ça fait partie de cette relation à l'intime qui, de mon point de vue, fait défaut dans le discours écologique, lequel a quand même une propension assez naturelle à parler d'éco-anxiété, d'effondrement, de fin du monde, de bifurcation, etc., etc. Bref, une écologie qui s'invente un récit, qui fasse appel à des imaginaires positifs. Je ne sais pas d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, si
finalement, il ne faut pas inventer un mot entre la dystopie et l'utopie. La dystopie, c'est ce que les scénaristes hollywoodiens aiment beaucoup manipuler. C'est ce qu'on voit quand on regarde un film comme Don't Look Up. On est dans un vocabulaire de la dystopie et finalement, ça marche un temps, mais ça ne marche pas tout le temps. Et l'utopie, c'est un peu bon enfant, c'est un peu trop facile et ça décrédibilise finalement le discours, un discours pastoral, un discours virginal qui nous projetterait vers un monde qui serait forcément sans voiture, sans ville, sans industrie, sans consommation, etc., etc. Et donc entre les deux, il y a un machin qu'il faut appeler, qui est ni de l'utopie ni de la dystopie, qui est peut-être de l'hétérotopie, ou je ne sais pas, il faut imaginer quelque chose de cette nature. Il faudrait inventer un récit. Ce serait une belle idée. Bon, là-dessus, on va tomber tous d'accord. Je voudrais quand même entendre Isabelle Lemouillour sur un aspect de la formation professionnelle en Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas une exception absolue, mais les Verts sont membres de la coalition et je pense qu'ils ont un peu de poids sur les choix politiques conduits, y compris en matière de formation professionnelle. Est-ce que le discours de la formation professionnelle a changé en Allemagne ? Je vais pas commenter la coalition, mais peut-être réagir à certains aspects. Parce que si on considère que le pas à pas où chacun amène sa pierre est dépassé, l'Allemagne est restée coincée au XXe ou XIXe siècle. Je pense au contraire que ce que je peux voir dans le domaine de l'éducation, puisque je reviens au sujet d'hier sur le pouvoir d'agir. Je suis un peu plus de 20 ans maintenant en Allemagne et je me souviens que quand j'allais dans les écoles, on apprenait aux petits, aux enfants, et là il y en avait quelques-uns, à reconnaître les conséquences, on dirait maintenant écologiques, de leurs actes. Donc ça voulait dire le papier, l'eau, l'électricité, tout ce genre de choses. Et c'est des petites pierres, ça je veux bien l'admettre. Mais les enfants ont aussi appris aux parents. Et on n'est pas sur des élites, on n'est pas sur des strates spécifiques de la société, on est sur tous les enfants qui allaient à l'école. Et ça fait, à mon avis, tache d'huile. On voit, je parlais hier aussi des façons d'éduquer en Allemagne, en éducation générale. On voit toujours de nos jours les projets, les discussions sur les enjeux écologiques, environnementaux dans les écoles. Et c'est vraiment une éducation là, des parents par les enfants dans certains domaines, dans certaines populations qui peut-être ne sont pas nées en Allemagne et qui ont notre vue des choses. Et je pense que ça, c'est important à dire. Et pour moi, c'est important dans le développement de la conscience écologique. Et quand je parle de conscience écologique, le collègue parlait des Green Camp ou des Green Skills ou des Green Deals, parce que la Commission, on en a produit toute une série selon le domaine d'application et sont fortement inspirés des objectifs de développement sustainable, comme on dit, du développement durable, merci, SDG, de l'Union, de l'UNO, de l'ONU, pardon, dans l'autre sens. Et ça veut dire une compréhension de l'écologie qui est sociétale, qui concerne aussi l'économie, qui concerne aussi l'égalité, l'équité, les ressources, la mer, l'air, enfin tout. Vous pouvez relire, c'est pour ça que j'étais aussi en ligne entre deux. Là où on a bien entendu une grosse différence, et là on parle sur les taxonomies qui vont peut-être réguler nos vies dans l'avenir, c'est l'inscription de l'énergie atomique parmi les énergies vertes. Point d'interrogation, grosse différence entre la France et l'Allemagne. Pardon ? Il y a eu le nucléaire, c'est un jeu, la France a voulu mettre le nucléaire et les Allemands ont voulu mettre le gaz.
Oui. C'est pour ça qu'il y a d'autres enjeux derrière, mais là, on est sur le politique et pas l'action des citoyens. Mais on n'a pas encore résolu le problème de qui est plus vert. Par contre, si je reviens au pas à pas et en formation duale, dans nos règlements, puisque mon institut est chargé d'établir les règlements pour toute l'Allemagne en formation professionnelle, depuis l'origine, dans la première semaine de formation des jeunes en entreprise, il y a un bloc sur la responsabilité écologique. Donc on parle de ressources, on parle de entre nous, entre eux, enfin le travail avec les collègues. Et je me souviens d'avoir visité une entreprise avec des collègues étrangers qui étaient tellement concernés par l'écologie qu'ils ne comprenaient pas que les jeunes en formation en première année travaillaient le bois. Parce que ça allait gâcher des ressources de les faire scier le bois, râper le bois, enfin bon. Et le formateur, à ce moment-là, a dit oui, mais il faut avoir une idée de la texture, du volume, un rapport tactile à la matière sur laquelle on va travailler. En seconde phase, et ça c'est aussi dans le développement de la formation professionnelle, on passe sur les logiciels. On passe sur le 3D pour les charpentiers, pour les menuisiers, comment construire le toit. Il y a des super softwares qui ont été développés par nos collègues suisses, entre autres, pour savoir comment monter la charpente. Donc ça, c'est aussi un développement. Et on s'est dit que finalement, toutes les professions, que ce soit dans l'industrie, le service, le commerce, ont un aspect écologique de responsabilité au sens des objectifs durables. Il y en a 320. Donc d'ici à ce qu'on arrive à tout remettre à jour, ça va durer un petit peu. Donc en 2020, on a décidé d'avoir en France, peut-être qu'on dirait un bloc de compétences, mais enfin c'est plutôt une feuille de route pour tous les comités qui travaillent sur la rénovation des réglementations, des référentiels de formation professionnelle. Ils ont 6 questions qui sont liées à la transition écologique. Donc, chaque fois, tous les membres des commissions, on a les syndicats, les organismes patronaux, les ministères des différents niveaux et des Landes, doivent répondre à cette question par rapport à la profession. Donc, ça peut être un aide-soignant, ça peut être un chauffagiste, ça peut être un vendeur e-commerce. À chaque fois, la commission doit se poser des questions par rapport soit proposer des réponses par rapport à ces 6 questions et intégrer dans le référentiel les réponses à ces questions. Faire attention à l'électricité, à l'eau, au gaz ou je ne sais pas quoi, voir comment interagir avec les clients dans une approche responsable par rapport à l'écologie. Et bien sûr, on a décidé de prioriser les professions et les référentiels qui doivent être actualisés, en commençant par celles qui ont un impact direct sur l'environnement. Donc on parle des électriciens, des chauffagistes, des mécatroniciens en automobile, et de créer des nouvelles professions. Donc c'est les installateurs de panneaux solaires, c'est tous ceux qui s'occupent de l'eau, mais je ne sais plus le nom des professions, vous m'excuserez. Et on a notre propre feuille de route pour que, aussi vite que possible, les jeunes en formation initiale puissent appliquer ce qu'ils ont appris à l'école, tout jeunes, dans leur formation initiale et dans leur future activité professionnelle. Et puis un clin d'œil, si vous me permettez. Il n'y a pas beaucoup de grèves en Allemagne, peut-être que vous êtes au courant. Bon, de temps en temps, la grève des aéroports, la grève des avions, la grève des trains. Par contre, il y a un mouvement de désobéissance civile, ou civique, je crois, on dit plutôt. Ça s'appelle le mouvement de la dernière génération.
Et j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas vu beaucoup d'articles sur eux en France. C'est un mouvement qui se développe en Allemagne, en Suisse et en Italie. Et c'est intéressant parce que c'est justement, à mon avis, la génération qui a appris l'écologie avec le biberon, si vous me permettez cette expression, et qui a décidé que le gouvernement, donc je reviens un peu à la coalition, ne faisait pas assez. Et que les Allemands dormaient peut-être un peu sur leur laurier écologique. Et ils ont décidé de rappeler autant que possible au gouvernement, aux acteurs politiques et à leurs concitoyens que l'écologie est importante, mais aussi une écologie responsable. C'est-à-dire qu'ils ont des sujets comme l'alimentation. Donc ils ont pris la loi en France sur la distribution des restes des magasins qui n'existait pas en Allemagne. Ils essayent de la faire passer en Allemagne, qui essaie de la faire passer en Allemagne. Ils s'attaquent aussi à un sujet que vous avez mentionné sur la vitesse, en particulier sur les autoroutes. Donc ils essayent de passer la limitation, l'introduction d'une limitation de vitesse sur les autoroutes, puisqu'on a si vous voyez sur les autoroutes allemandes, on a une vitesse minimale recommandée. On n'a pas de maximum. Et il s'occupe de beaucoup de choses avec des actions spectaculaires qui bloquent toute la circulation dans toutes les villes, qui bloquent les aéroports. Et en ce moment, il y a bien sûr, ils sont accusés, ils vont aux tribunaux. Et il y a une discussion s'il ne s'agit pas d'un mouvement terroriste. Donc on voit la force de ce mouvement de jeunes, de moins jeunes, mais enfin de personnes convaincus qui veulent un changement. Ça, à lire, à suivre. Merci Isabelle. On va prendre une ou deux questions s'il y en a, mais il faut tenir les délais, mais n'hésitez quand même pas. Vous avez un plateau riche et varié d'approches, de sensibilité. Donc, madame. Moi, je suis merci d'avoir rappelé les objectifs du développement durable, parce que ce qui m'a frappé, c'est que depuis hier, je n'en ai jamais entendu parler. Or, on a parlé de feuille de route. Or, s'il y a une feuille de route qui est raisonnablement universelle, c'est bien ces objectifs du développement durable, dont on peut dire peut-être beaucoup de mal, mais qui ont le mérite d'exister, d'avoir été signés par je ne sais trop combien de gouvernements, et que beaucoup d'États, alors évidemment, ce n'est pas contraignant, mais beaucoup d'États essaient de les suivre, et beaucoup de régions en France aussi. Alors, je ne parlerai pas de l'Allemagne, que je ne connais pas, je connais un peu mieux la France. Je peux parler par exemple de la région de Franche-Comté, dont je viens. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'inégalité. Vous insistiez sur l'inégalité des pauvres, mais j'étais sensible au fait que vous évoquiez les pays riches par rapport aux pays pauvres. Évidemment, on ne va pas se lancer dans une grande discussion sur ce qu'on entend par pays pauvres. Ceci étant dit, ce qui est aussi frappant, c'est que les pays pauvres, par exemple du Togo, le Togo, j'en parle parce que j'y suis restée 3 semaines, fait un effort colossal par rapport à ses moyens et par rapport à son gouvernement qui n'est pas un modèle de démocratie, fût-elle représentative, eh bien, de mettre en œuvre ces objectifs du développement durable. Donc, je pense qu'il est bon de rappeler qu'ils existent, qu'en France, beaucoup de régions, voire le gouvernement, les régions semblent les appliquer avec beaucoup de confiance. Le gouvernement fait ce qu'il peut quand il y pense. Merci Madame pour ce témoignage. Donc il est temps peut-être de clore ce débat. Il me reste à remercier tous les intervenants, Dorothée Brovès, Paul Picaretta, Dina Mauviel, Dominique Andrès, Isabelle Lemouillour, Franck Escoubès. Voilà, merci à tous les 6 d'avoir soutenu cette conversation, à mon avis assez utile pour une réflexion sur la question qui a été posée. Quels apprentissages nécessaires
pour relever le défi écologique. Bonne soirée à tous et à demain encore.